La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Le Togo fait l'inventaire des besoins en technologie de l'information et de la communication TIC. Une étude a été réalisée à cet effet pour permettre de répondre efficacement aux demandes des populations à découvrir dans cette édition. À partir du 30 août prochain, la foire Adjafi édition 2007 ouvrira ses portes aux jeunes entrepreneurs à Lomé. Et avant l'ouverture, les exposants se forment en compétitivité. Et puis, notre capitale, Lomé, s'apprête à accueillir d'importantes rencontres sous-régionales. Et pour permettre un meilleur déroulement des réunions, un dispositif sécuritaire a été mis en place. Vous en saurez plus dans ce journal. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Et je vous le disais en titre, dans quelques jours, Lomé va abriter 3 grands sommets. Des rendez-vous qui vont tous se dérouler à l'hôtel du 2 février. Et pour le bon déroulement de ces événements, un dispositif sécuritaire a été mis en place. Comment va-t-il fonctionner? Le ministre Yark Damham, en charge de la communication, nous donne plus de détails dans ce reportage de Edem Susukba. Sur 4 jours durant, du 28 au 31 juillet, Lomé, la capitale, sera le point de convergence des hôtes de marque de la CEAC, de la CEDEAO et de l'UMOA. 3 grands sommets qui vont se tenir à l'hôtel du 2 février. Pour la circonstance et afin d'assurer un bon déroulement de ces grands événements, un dispositif sécuritaire est donc mis en place. Au ministère en charge de la sécurité, on parle de 2 ceintures de sécurité. Un cordon dit bleu, un peu plus large, et un second rouge plus restreint autour de l'hôtel. Avant la conférence des chefs d'État, vous avez les réunions ministérielles. Et depuis le 23, il y a aussi le conseil de la SECNA qui est en cours. Je voudrais, pour ce faire, remercier encore nos compatriotes pour leur sens élevé du devoir, pour leur compréhension. C'est vrai, c'est des moments qui rehaussent notre pays, mais c'est des moments aussi où certains compatriotes voient leur mouvement un peu restreint. Ça, on leur demande un peu de sacrifice. On n'a pas de choix. Donc, pour ces grands événements qui vont se dérouler au même endroit, c'est-à-dire à l'hôtel du 2 février, nous avons prévu 2 ceintures. Ce n'est pas la première fois. On en avait fait au moment du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité et la sécurité maritime et le développement en Afrique. Donc, on va reposer le même dispositif de sécurité. Une première ceinture plus large, c'est-à-dire qui prend le boulevard du Mono, au boulevard de la République, boulevard du 13 janvier, la rue Joseph Strauss, et la rue qui part devant la mairie jusqu'au carrefour total qui remonte vers le palais des congrès côté est jusqu'aux affaires étrangères. Donc il y aura une première ceinture. Je pense que nos compatriotes sont habitués. Et tout ce qu'on leur demande, c'est la compréhension. Il y a des gens, il y a beaucoup qui travaillent dans ce secteur. On ne va pas fermer les bureaux. Mais ce qu'on demande à nos compatriotes, c'est de comprendre lorsqu'ils arrivent et que les agents les forces de sécurité les arrêtent pour leur poser des questions vraiment d'une façon naturelle, qu'ils répondent, qu'ils se laissent interroger. Si la voiture doit être fouillée, la moto doit être fouillée, que le citoyen, le compatriote se laisse faire. C'est dans l'intérêt de nous tous. Nous aurons des hôtes de marque à ces endroits. Il ne sera pas intéressant que leur passage soit entaché de quoi que ce soit. Pour éviter des désagréments, ne cherchez pas à traverser ce secteur parce que je vais quitter Koyoviakopé pour aller à Hébert, donc je vais passer. Non, pour rien du tout. Parce qu'on peut vous retenir pendant quelques minutes
Alors qu'en passant ailleurs, par les voies de déviation, vous pourrez rejoindre votre point de destination tranquillement. Il y aura également des équipes de sécurité mobile durant les sommets. Et c'est dans la même dynamique de sécurité assurée que des manifestations publiques sont interdites dans Lomé et dans la préfecture du Golfe. Du 23 juillet au 1er août, toutes les manifestations sont interdites. C'est vrai, il y a eu, je ne dirais pas un lapsus, on n'a pas précisé, mais c'est dans le Grand Lomé. Vous prenez les deux préfectures du Golfe et Agonivé, c'est dans ces deux préfectures que les manifestations sont interdites pendant ce temps. La coalition avait demandé à manifester à Tchévi et à Palimé. Il n'y a aucun problème. Il y a le Togo Debout qui voulait manifester le 28, on leur a dit non. Le maire leur a envoyé une correspondance pour leur dire, compte tenu de la situation, du communiqué du gouvernement, ils n'ont qu'à sursoir. Ils peuvent faire ça après le 1er. Lorsqu'on accueille des conférences de ce degré, on ne lésine pas sur les moyens de sécurité. L'accès à la zone restreinte sera strictement réglementé pendant cette période et les choses redeviendront comme avant à la fin de ces rendez-vous importants, selon le ministre Yark Damham. Vous venez donc de suivre les explications sur ce dispositif sécuritaire mis en place dans prélude à l'organisation des 3 grands sommets que va abriter Lomé, la capitale. Des explications donc du général Yark Damham, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Pour améliorer la qualité des offres de formation en technologie de l'information et de la communication, le Togo fait l'inventaire des besoins antiques. Et pour cela, une étude a été commanditée. Les résultats ont été présentés ce jeudi à Lomé. Les précisions avec Ferdinand Diasso. Le Togo s'est engagé depuis quelques années à faire des technologies de l'information et de la communication un outil important dans son processus de développement socio-économique durable. À travers cette étude portant sur la conception des modules de formation spécialisés, le gouvernement, à travers le ministère des Postes et de l'économie numérique, veut d'une part faire l'état des lieux de différents besoins de formation en TIC et d'autre part dresser l'inventaire des compétences en la matière au Togo. À cette rencontre de restitution des résultats de l'étude, c'est une étape qui vient d'être franchie, selon la ministre Sina Lawson, en charge des postes et de l'économie numérique. Aujourd'hui, il existe et de plus en plus de nouveaux métiers dans le domaine du numérique qui ne sont pas enseignés ou très peu enseignés sur le continent africain. Nous avons voulu avoir une démarche très pragmatique qui consistait à questionner les entreprises pour savoir quels étaient leurs besoins de recrutement. Et donc, la première étape, c'était l'analyse des besoins. Nous venons d'avoir l'atelier de restitution. La seconde étape, c'est qu'avec les experts à la fois internationaux et togolais qui étaient présents dans la salle, c'est de créer des modules de formation et de trouver des solutions. Parce que pour nombre de ces formations, eh bien, nous n'avons peut-être pas les cours sur le territoire togolais. Et donc, ce que nous allons faire, c'est d'aller chercher à l'étranger le contenu de ces formations pour former les formateurs togolais. Le gouvernement s'attelle vraiment à la problématique de l'employabilité et associé à cette problématique, la problématique de la formation des jeunes. Les résultats ici présentés permettront à l'État togolais de mettre en place un dispositif bien huilé afin d'améliorer la qualité des offres de formation des jeunes. Le projet bénéficie de l'appui technique et financier de la Banque mondiale et s'inscrit dans le contexte du programme régional ouest-africain de développement des infrastructures de communication WARCIP. Il vient s'ajouter à d'autres programmes déjà mis en place par le gouvernement au profit de la jeunesse, notamment le Wi-Fi Campus, l'environnement numérique de travail ENT et le projet d'implantation d'un Tech Hub à Lomé. Quelques mois après le lancement de la 3e campagne de distribution d'engrais, les responsables du centre d'approvisionnement et de gestion des intrants agricoles Kajia ont démarré ce matin une tournée dans certaines localités pour vérifier le déroulement de la campagne. Ils étaient ce matin donc dans le Vaud pour échanger avec les producteurs agricoles sur les difficultés qu'ils rencontrent dans l'accès aux intrants. Rachel Aoukou.
Les responsables du centre d'approvisionnement et de gestion des intrants agricoles CAGIA ont mission de suivi de la campagne de distribution des engrais. Ici, dans le Vaud, ils échangent avec les acteurs du monde agricole afin de faire le point sur la réception des engrais à leur niveau et d'identifier les différentes difficultés qu'ils rencontrent dans l'utilisation de la plateforme Agri-PME. Nous devons remercier le chef de l'État pour ce soutien qu'il apporte aux agriculteurs. Le projet, ça fait 3 ans. On n'a pas été très bien sensibilisés, mais aujourd'hui, avec ce que le département agricole vient de faire, nous voyons que nous sommes très sensibilisés et nous allons apporter l'information à la couche que nous dirigeons. L'ambition du gouvernement est de subventionner 100 000 agriculteurs grâce à ce projet. Des mesures ont donc été prises pour toucher les paysans, surtout les plus vulnérables. 42 000 d'entre eux ont déjà été servis. Principalement, c'est qu'au cours de cette campagne, nous avons fixé un certain nombre d'objectifs, celui d'accroître substantiellement le taux d'utilisation de l'engrais subventionné. Et pour cette année, nous avons un certain nombre de résultats. Comparé à l'année passée où les résultats étaient très insuffisants, notamment seulement 14 000 producteurs qui ont pu utiliser l'engrais subventionné sur les 100 000 envisagés. Nous avons pris l'engagement de pouvoir augmenter le volume d'utilisation. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 42 000 producteurs qui ont utilisé à mi-parcours de la campagne. Donc nous espérons que jusqu'à la fin de la campagne, nous allons pouvoir atteindre la cible. Mais on ne peut pas l'atteindre si on ne discute pas avec les acteurs sur le terrain, voir comment ils ont pu évoluer, quelles sont les principales difficultés. Donc c'est ce qui nous a amenés sur le terrain. On a échangé, on a pu identifier les principaux goulots d'étranglement. Nous allons y travailler pour accélérer le processus. Un appel a été lancé aux producteurs agricoles disposant d'une parcelle de moins d'1 hectare de s'enregistrer et s'informer pour suivre les procédures prévues à cet effet afin de bénéficier de cette subvention de l'État à raison de 12 000 francs par agriculteur. L'un des projets qui a impacté et changé positivement le quotidien des populations vulnérables à la base dans notre pays reste le programme d'urgence de développement communautaire PUDC. 2 ans après sa mise en œuvre, les résultats sont palpables, même si d'autres chantiers récents sont toujours en cours. Dans le dossier qui va suivre, nous allons découvrir ces réalisations qui témoignent de l'engagement du chef de l'État à lutter contre la pauvreté en offrant des infrastructures socio-économiques aux populations à la base. Et c'est un dossier signé Luc Assi. Le programme d'urgence de développement communautaire PUDC a considérablement changé le quotidien des populations bénéficiaires de ces infrastructures. En l'espace de 2 ans, il a permis de réaliser divers ouvrages sanitaires, hydrauliques et plusieurs infrastructures routières, ainsi que la construction des marchés et des centres communautaires de jeunes et de femmes sur l'ensemble du territoire national. Lancé par le chef de l'État, Faure Issouazimna Gnassingbé, en juin 2016, ce programme a contribué à l'amélioration des conditions et du cadre de vie des communautés vulnérables. Et depuis son lancement, son exécution est confiée au PNUD. Pour la représentante résidente d'alors de cette institution au Togo, c'est un projet qui répond aux besoins des populations à la base et ses acquis doivent être protégés et préservés. Le PUDC du Togo a ceci de particulier qu'il touche bien entendu le monde rural qui est défavorisé, mais il cible également le milieu périurbain qui parfois même est beaucoup plus défavorisé que certaines zones du milieu rural. Donc il y a 15 quartiers dans le Grand Lomé qui sont également ciblés par le PUDC à travers l'ANADEB pour des réalisations d'infrastructures qui répondent aux besoins des jeunes, des femmes et des communautés, en impliquant les comités villageois de développement, les comités de quartier. Donc c'est une approche très participative qui devait être mise en œuvre. Je pense que les résultats sont au rendez-vous. Donc les réalisations ont été faites dans les délais et avec la qualité requise. L'appropriation de ces projets par les communautés également est réalisée, puisqu'il fallait mettre en place une approche qui implique réellement les bénéficiaires
à la fois dans la conception, mais aussi dans la mise en œuvre du projet. La mise en place de ce projet découle de la volonté du gouvernement de répondre aux sollicitations des populations à la base. C'est le cas de la construction des blocs de latrines, des forages, des magasins de stockage et des hangars de marché dans quelques quartiers du Grand Lomé. Nous sommes très contents à Atiou parce que par la grâce de Dieu, Anadeb est venu et à travers le PUDC, nous avons eu ces infrastructures. Donc nous sommes aujourd'hui à l'abri de la pluie, du soleil et nous savons que ça va nous aider beaucoup et notre chiffre d'affaires aussi va augmenter parce qu'aujourd'hui nous avons un marché moderne, ce n'est plus comme avant. On le prend de bon goût. Ça peut nous aider, ça peut nous soulager un peu parce qu'au moins celles qui n'en ont pas peuvent prendre aussi. Autre exemple concret de cet engagement du gouvernement, le marché de Bafilo en construction. Il a d'ailleurs fait l'objet d'une visite du chef de l'État pour constater l'état d'avancement des travaux. Le projet de construction de ce marché est né d'une visite que le président de la République a effectuée dans la localité en mars 2016 où il a constaté que l'ancien marché était trop exigu pour les activités commerciales. Il est donc porté par le programme d'appui aux populations vulnérables PAPV. Un programme présidentiel qui démontre une fois encore l'engagement du chef de l'État à accompagner les communautés à la base. On a construit ce marché 2 ans avant qu'on me mette au monde. Donc vous voyez déjà, c'est pourquoi on a voulu, on a imploré, on a demandé grâce à Dieu, on a prié, et puis toute la population dit il fallait que Fort vienne pour voir ce qu'il a réalisé et nous, personnellement, on va lui dire merci. À cause de ça, on l'a baptisé ici. Parce qu'on dit, c'est la patience qui fait tout. C'est qu'on lui a donné le nom Surtawe en Kotokoli. Celui qui est patient, c'est lui qui peut résoudre tous les problèmes. Dans le même sillage des réalisations du PUDC, 40 localités du pays seront dotées de 40 plateformes solaires. Le projet permettra d'installer 7 plateformes dans la région maritime, 11 dans la région des plateaux, 7 dans la région centrale, 6 dans la région de la Kara et 9 dans les savanes. Ces dispositions favoriseront la croissance et la création d'emplois. Ils faciliteront l'accès à l'énergie dans les zones rurales à travers des solutions propres et durables. La diversification des activités économiques au niveau local et la création des activités génératrices de revenus, notamment dans l'agriculture, seront promues grâce à ce projet. Il contribuera à alléger la charge de travail domestique des femmes et permettra la création d'un modèle économique inclusif. Toutes ces actions confirment la disponibilité et l'engagement du gouvernement à toujours œuvrer pour le bien-être des populations. Suite ce jeudi de la visite de la ministre de la Jeunesse aux jeunes entrepreneurs bénéficiaires de l'appui du FAYEJ et du PRADEB. Des jeunes porteurs de projets dans plusieurs secteurs d'activité qui ont vu leurs idées se matérialiser grâce à ces différents mécanismes et que la ministre Victoire Toméga Dogbe, accompagnée ce jour de son collègue de la communication Guimadji Lorenzo, ont découvert sur leur lieu d'activité. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et du 30 août au 16 septembre prochain, plusieurs de ces jeunes entrepreneurs participeront à coup sûr à la foire à Djafi. Ce rendez-vous qui permet à ces jeunes inventeurs, créateurs d'emplois de se faire connaître du public. Et en prélude à l'événement, une formation est organisée à l'endroit des exposants. Ulrich Amega, Sonia Amenipo. La qualité et l'innovation, 2 facteurs indispensables pour la création d'entreprises et la fabrication des produits. À ce lancement de la 7e édition de la foire à Djafi, la foire des jeunes entrepreneurs, les promoteurs mettent un accent particulier sur ces 2 facteurs afin d'amener les jeunes chefs d'entreprise à adopter la démarche. Pour nous, il s'agit d'une importance cruciale que chaque entreprise adopte une démarche qualité. Adopter une démarche qualité n'est pas forcément aller jusqu'à la certification tout de suite. On peut du moins commencer par adopter la démarche, établir les processus de validation, de qualification dans l'entreprise pour que l'organisation soit parfaite. La foire à Djafi est une manifestation annuelle foraine à caractère commercial initiée pour promouvoir le génie créateur des jeunes Togolais. Voilà pourquoi la Chambre de commerce et d'industrie du Togo CCIT épouse cette démarche et s'engage à l'accompagner pour rendre les produits togolais plus compétitifs sur le marché international.
Nous avons vu le sérieux avec lequel la foire à Diefi s'organise. Et nous voulons dire aux autres d'emboîter le pas aux promoteurs de la foire à Diefi pour que toute autre manifestation foraine puisse avoir l'écho favorable auprès de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et par ricochet du gouvernement. J'ai saisi l'occasion pour dire aux jeunes entrepreneurs, puisque cette foire s'adresse aux jeunes entrepreneurs, leur dire de ne pas oublier la main tendue du chef de l'État qui a dit qu'il faille réserver 20% des marchés du budget national en direction des jeunes entrepreneurs. Le directeur de Nyoto a saisi l'occasion pour inviter les jeunes chefs d'entreprise à faire des recommandations au sorti de ce séminaire qui seront mises à la disposition de différents départements ministériels pour l'obtention des agréments. Pour cette édition 2018, 220 stands seront installés pour plus de 250 entreprises. Elle compte recevoir plus de 150 000 visiteurs au terme de 2 semaines de la foire. Le partenariat public-privé est aujourd'hui un passage obligé pour les pays dans leur processus de mobilisation de ressources. Et le Centre autonome d'études et de renforcement des capacités pour le développement au Togo CADERT a organisé ce jour à Lomé une rencontre de formation pour mieux outiller les différents acteurs sur les 3 P. Aïcha Zibrou et Christine Pétchekialoudé pour le compte rendu. Le partenariat public-privé, un instrument de mobilisation de ressources pour le financement du développement des pays. Le gouvernement fait de ce partenariat l'une de ses priorités en vue de renforcer les bases d'une croissance forte et durable. Dans le souci de mieux accompagner le processus, représentants des institutions de la République, des ONG et de la société civile se forment en vue d'une meilleure compréhension de l'outil pour son utilisation efficace et efficiente dans les activités économiques du pays. On aura vraiment une connaissance de la notion de PPP, comment fonctionne un PPP, quelles sont les typologies des PPP, dans quel cadre on met en œuvre un partenariat public-privé et quelle est la procédure qui conduit à arriver à la décision de faire un projet en mode partenariat public-privé. Les partenariats public-privés permettent au secteur privé de s'investir financièrement dans certains projets d'investissement public, mais aussi d'aller au-delà du simple aspect financier. Ça permet aussi d'apporter vraiment tout ce qui est expertise au niveau de la construction, de l'exploitation et de la maintenance même des infrastructures publiques. L'usage du partenariat public-privé permet aux différents acteurs d'accompagner davantage le pays dans ses efforts de réduction de la pauvreté. Le gouvernement, dans son plan national de développement, compte sur le succès de cet outil. Le Centre autonome d'études et de renforcement des capacités pour le développement du Togo inscrit cette rencontre dans le contexte d'une étude en cours sur la contribution du partenariat public-privé au développement du secteur agricole au Togo. Le ministère de l'économie et des finances avec la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ont ensemble procédé ce jeudi après-midi à la diffusion des informations relatives à la balance de paiement du Togo durant l'année 2016. Une rencontre qui a permis aux acteurs économiques du Togo d'analyser l'évolution des transactions financières et économiques du pays avec l'extérieur. Les précisions avec Mathias Doubleau et Luc Assis. Au titre de l'année 2016, la situation économique du Togo a été marquée par la poursuite des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures de base et la mise en service de la nouvelle aérogare de l'aéroport international Gnassingbé Yadema de Lomé. La campagne agricole a été aussi relativement satisfaisante et soutenue par le Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PNIASA. Dans ce contexte, la balance des paiements a enregistré un excédent de 67 milliards 150 millions de francs CFA contre un excédent de 114 milliards 995 millions de francs CFA en 2015 et le déficit courant hors dons publics rapporté au PIB se situe à 11,7% contre 13,1% en 2015 en liaison avec la baisse du déficit de la balance commerciale. Globalement, nous sommes toujours dans une phase d'assister à un déficit récurrent des transactions courantes.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toujours nos exportations sont moins que nos importations. Les transactions courantes, quand on voit des déficits, ça se traduit toujours par une utilisation des réserves de change. Ainsi, les échanges avec l'extérieur se sont soldés toujours en 2016 par un besoin de financement de 95 milliards 196 millions de francs CFA couverts par les opérations financières. Les tendances de ces comptes extérieurs du Togo diffusés ici peuvent être inversées et pour y parvenir, des recommandations sont faites. Il faut qu'on arrive à produire localement ce qui peut être exporté. Ça veut dire qu'il faut mettre l'accent non seulement sur les quantités, mais surtout, et c'est ce que nous avons dit, sur la qualité. Nous l'avons dit, nous pouvons produire. Si la qualité n'y est pas, la demande ne suivra pas. Quand la qualité est là, il faut progressivement que nous allions vers la consommation de ce que nous produisons localement. Et que nous ne soyons pas dans une dynamique toujours d'importer tout ce que nous consommons. L'État mène aujourd'hui des projets pour essayer d'inverser la tendance et nous devons être dans cette dynamique-là. Des comptes extérieurs du Togo, qui est d'ailleurs à sa 8e édition, offre l'occasion à la BCEAO et au ministère de l'économie et des finances de partager avec les acteurs économiques l'analyse des évolutions récentes des transactions financières et économiques du Togo avec l'extérieur. Après la phase d'installation des comités de base, le parti Union pour la République, UNIR, poursuit celle de formation de ses membres. Et après la préfecture de Vaud, mardi dernier, c'est au tour de la préfecture des Lacs ce jeudi d'accueillir cette séance qui permet d'outiller les membres et sympathisants du parti sur les idéaux du parti UNIR. Les précisions avec Gérard Lagoutou. Les comités de base du parti UNIR, Union pour la République, section Lac, s'approprient les idéaux de leur formation politique UNIR. Pour cette rencontre, la ville d'Aklakou a regroupé 5 cantons et la ville d'Anéhor 3 cantons. Les membres des structures préfectorales, communales, cantonales et de villages ont été outillés sur leur mission conformément à la nouvelle structuration territoriale de fonctionnement du parti UNIR. Les partis politiques ont pour devoir de former et d'informer leurs militants. Donc nous sommes dans cette dynamique en formant les gens sur les tests, les valeurs d'un militant, le comportement d'un militant et les actions du gouvernement. Lorsque vous êtes militant d'un grand parti comme le nôtre, vous devez être informé des textes qui régissent le parti et vous devez également être informé de ce que le gouvernement fait au quotidien pour la population. Ces comités de base, une fois édifiés, serviront de relais d'information auprès des militants et sympathisants regroupés au sein des mouvements de jeunes, de femmes et de sages du parti UNIR. Le vice-président UNIR, région maritime Emmanuel Kodjo-Adedje, a exhorté les participants à la culture permanente de la paix, du vivre ensemble et de l'inclusion prônée par le chef de l'État, Faure Zimna Singbe, président fondateur du parti UNIR. Kodjo-Adedje a appelé les militants et sympathisants à partager les efforts entrepris par le gouvernement pour bâtir une cité dans laquelle les valeurs civiques et citoyennes sont les maîtres mots dans le développement du Togo. Et nous ouvrons maintenant la page des sports de ce jeudi. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Et Claude, on se retrouve donc pour la dernière page des sports de ce mois de juillet. Et au programme, nous aurons le tennis et le football. D'abord, nous commençons donc par le tennis, précisément avec le championnat national qui a démarré lundi dernier et se poursuit sur les cours de la Fédération togolaise de tennis. Anita, après les phases éliminatoires, la compétition est entrée dans le vif du sujet ce matin avec l'étape des quarts de finale au niveau des messieurs et des demi-finales du côté des dames. La course au titre est donc lancée, comme l'a constaté Laurent Oumavo. Récit, Jean Kofi et Deji. Dans la course pour le titre de champion pour certains, ou à un meilleur classement au niveau fédéral pour d'autres, c'est avec abnégation que les tennismen venus des différents clubs du pays continuent la compétition du championnat national.
Les confrontations directes très disputées ont conduit au stade des quarts de finale chez les messieurs avec la victoire de Bernard Alipoué sur Gapo Antoine 2-7-0, 6-1, 6-2. Dans le second quart, c'est Goudinou Daniel du tennis club de l'AAT qui l'a emporté sur Sewavi Jacques sur un score serré 6-4 et 7-5. Nyama Nimdou a également battu Jean-Paul Kadanga 2-7-0, 6-1, 6-4 à ce stade de la compétition. Avant le démarrage des demi-finales, l'organisation dresse le bilan à mi-parcours. Nous sommes effectivement à la 4e journée aujourd'hui. Et le bilan à mi-parcours est, je dirais, satisfaisant, d'autant plus que nous avons franchi le premier tour, le deuxième tour. Et hier, il y a eu les 8e et aujourd'hui les quarts de finale. Donc sans problème. Et tout s'est bien passé. Au niveau des dames, l'on connaît déjà les affiches des demi-finales. Doce Vania va rencontrer Derman Shakira et Djongo Vero sera face à Geli Serena dans la matinée de vendredi. Le championnat prend fin samedi sur le court de tennis du stade municipal de Lomé. Et Claude, après le tennis, place au sport roi, le football, avec la première édition du tournoi des centres de formation Trophée Radio Sport FM. Le tournoi s'est poursuivi hier avec la deuxième journée des matchs du groupe A. Une seconde journée qui a souri aux Swallows, vainqueurs de Super Delta 3-1 au stade de la JCA. Des précisions avec Johnson Aflim. Swallows en maillot jaune et Super Delta en blanc sont les deux équipes qui ont donné le ton de cette deuxième journée du tournoi Sport FM des centres de formation dans le groupe A. À la faveur d'une nature clémente, les académiciens ont livré une prestation assez plaisante. Le match a été animé dès le coup d'envoi et c'est Swallows qui allume le premier la mèche avec l'ouverture du score signé Asbat Adoui à la 6e minute. À la suite de ce but, la partie connaît une chute en intensité. Ce semblant de torpeur dure jusqu'à la 25e minute lorsque subitement, Swallows revient à la charge et accroît son avantage. Jean Bodjorman, avec le concours du montant droit, porte le marquoir à 2-0 pour les siens. Le reste, les hirondelles de Kégué le gèrent et vont à la pause, confortés par leur avance. L'entame de la seconde période est marquée par une pression constante de Super Delta. Pression bénéfique, puisque Kokoutié là-bas réduit la marque à la 49e minute. Ce but décuple les ardeurs des Blancs qui attaquent de plus belle. Au point de s'oublier en défense et d'encaisser un autre but, le troisième de Swallows, œuvre de Napo Sonrail, à 13 minutes du coup de sifflet final. 3-1 pour Swallows, tout prend fin comme cela. On a mis l'accent sur l'offensif, comme on a obligation d'une victoire et voilà, ça a payé. Nous avons manqué l'autre fois de marquer des buts, on a beaucoup travaillé sur ça à l'entraînement. Le comité d'organisation de la compétition est confiant quant à l'atteinte de ses objectifs. On a retrouvé de la qualité, de la valeur, des joueurs, de jeunes joueurs qui sont très intéressants, qui prouvent vraiment qu'ils sont dans les centres de formation et qu'ils apprennent. Donc je crois qu'il y a du plaisir dans ce qu'ils font. La suite de la compétition va confirmer notre satisfaction. La seconde rencontre du groupe A a vu Etekon en blanc, les jeunes verts se neutraliser, 0-8 partout. Le tournoi des centres de formation Trophée Radio Sport FM arrivera à échéance le 4 août prochain. Claude, une dernière information. Ainsi prend fin la panne sport de ce soir. Samedi, nous retrouverons les amis télésportifs dans l'émission Sport et Détente. Merci Claude et on se donne rendez-vous jeudi prochain. La société togolaise de handling, spécialisée dans la prise en charge des avions au sol, a 20 ans cette année. Et les différentes festivités marquant ces 20 ans ont pris fin par la soirée de dîner de gala organisée donc le week-end dernier à Lomé. Le compte rendu avec Gérard Lagoudou. C'est depuis le 5 juillet 1998 que la société togolaise de handling assure l'ensemble des opérations nécessaires pour le traitement de l'avion au sol en vue de garantir la sécurité, la ponctualité, le confort des passagers et de l'équipage, ainsi que le traitement des charges marchandes. Une mission que la société togolaise de handling accomplit aujourd'hui avec un effectif de 310 agents et la clientèle d'une dizaine de compagnies aériennes à l'aéroport international Niassingbe et Adema.
Quand vous arrivez à l'aéroport, c'est nous qui vous recevons, c'est nous qui faisons le check-in, nous enregistrons, c'est nous qui prenons soin du passager jusqu'à ce qu'il entre dans l'aéronef, c'est-à-dire dans l'avion. Au même moment, quand l'avion arrive, il atterrit, nous assurons également le guidage de l'avion jusqu'à ce que l'avion ne soit parqué. Nous faisons le cleaning, ce que nous appelons le cleaning, c'est le nettoyage à bord. Et puis, nous faisons également la recherche des bagages en cas de perte. Nous faisons le chargement, le déchargement des avions. Nous nous occupons du fret et de la poste également. Les activités marquant la célébration de ce jubilé du porcelaine ont démarré depuis le 15 juin dernier. Des séances de prière, des journées portes ouvertes, la promotion de la culture, de l'excellence en milieu scolaire à travers la remise de dons aux élèves les plus méritants de l'EPP à Nico Palako à Lomé et la finale du tournoi de football. Aujourd'hui, nous avons des matériels de dernière génération que nous utilisons, mais ça n'a pas été fait d'un coup comme ça. Ça a été un travail de longue haleine jusqu'à ce qu'on arrive là où nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'innovation la plus importante est l'inscription de la société togolaise du handling depuis le 20 octobre 2017 au registre ISAGO. IATA Safety Audit for Grand Operation, attestant sa conformité aux standards globaux de sécurité en vigueur dans le transport aérien. Peu sont les sociétés d'assistance qui ont ça, qui ont pu atteindre ce niveau. Mais dans les prochains mois, nous envisageons aller vers le RA3. Ça, c'est la réglementation de l'Union européenne. Les formations métiers, nous les achetons. Mais après 20 ans, nous estimons que nous sommes assez majeurs et qu'on n'a plus rien à nous apprendre. Si on doit nous apprendre, c'est les mises à jour. Et que nous pouvons maintenant aussi, non seulement nous former, mais vendre nos formations. Et le projet majeur, c'est la construction d'un siège pour la société togolaise de handling. Cette soirée apothéose du jubilé du porcelaine a également permis de remettre des attestations de mérite à une dizaine d'agents ayant fait 20 ans de service au sein de la société. Le directeur général de l'ANAC et de la SART, le colonel Dokitsi Nyamalata, a exhorté le personnel de la société togolaise de handling à maintenir le professionnalisme pour plus de sécurité et de sûreté dans le transport aérien au Togo. Vous suivrez tout à l'heure à 21h le duo Pierre Sousoupo et Adolphe Paka dans l'émission Le Togo en marche. Vous voyez là donc les invités qui arrivent sur le plateau. Et ce soir, le thème retenu est risque d'inondation et action de prévention de l'État. Focus sur l'Agence nationale de protection civile. À suivre donc en direct sur la télévision togolaise à partir de 21h. Et je vous laisse maintenant découvrir le document annonce du grand sommet conjoint CEDEAO-CEAC qu'accueille bientôt Lomé, la capitale. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. Un événement inédit à Lomé. Le premier sommet conjoint CEDEAO-CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et la communauté économique des États de l'Afrique centrale, va se tenir le 30 juillet 2018 dans la capitale togolaise. Suivi le 31 juillet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. 26 chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest seront au rendez-vous pour parler paix, sécurité, radicalisation et extrémisme violent.